Owen, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi pour ta disponibilité. Écoute, on a fini par s'arranger. On a fini par s'arranger, installe-toi. Merci. Alors, je suis très content, les amis, de recevoir une personnalité comme Owen, qui est dans les milieux des crypto-monnaies quand même. Je pense qu'on a quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça swing en ce moment. Ça swing en ce moment, beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de boulot. Je me rappelle des dernières phrases il y a pas très longtemps, où dire oui, bon, qu'on fait mettre les mains dans la merde, on y est jusque là. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça. Pour faire simple, j'avais fait une vidéo, les amis, il y a pas très longtemps, où je vous parlais un petit peu des crypto-monnaies, je vous expliquais un peu les crypto-monnaies pour les nuls. C'est le gros avantage d'avoir toutes les divergences d'opinion et puis aussi l'espace commentaire où on peut débattre et écrire plein de choses, parce que moi j'ai vraiment ma vision très amateur, et puis il y a plein de gens qui s'y connaissent aussi, qui avaient mis des choses un petit peu dans les commentaires, qui avaient un petit peu approfondi. Et là, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le détail. Écoute, je vais te poser une première question. J'ai préparé des 2-3 petites notes, alors attention, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais peut-être te présenter en 2 mots, parce que tu dois en avoir marre, toi, de te présenter tous les jours. Présente-moi, curieux de voir l'angle que tu prends. T'es youtubeur aussi. C'est ça. Les gens qui vont te connaître peut-être, c'est vraiment plus par rapport à YouTube. Asher, qui est très connu dans le milieu des crypto-monnaies, aussi par ta société. On va en parler juste après. Tout à fait. De ce qu'on voit sur YouTube, il y a une chaîne principale, une chaîne secondaire, où tu vas expliquer des sujets, où tu vas donner un petit peu d'actu. Et vraiment tout dans l'environnement des crypto-monnaies, mais on va pas devoir faire du BMX ou du saut en parachute. On est vraiment, c'est ça. Tes chaînes YouTube sont vraiment axées crypto. En fait, ouais, c'est axé sur ma vie aujourd'hui. C'est vrai que je fais presque que ça. Ma vie, c'est le travail en ce moment. Et j'ai commencé très tôt à parler de blockchain et de crypto, mais quand il y avait très peu de contenu dessus. Et de fil en aiguille, j'ai monté différentes structures et différentes exploitations qui viennent du monde de la crypto-monnaie. Et je me suis retrouvé à avoir des entreprises dans ce secteur, d'autres entreprises pour diversifier ce qu'on faisait quand même. Mais tout a été lié sur le premier sujet, la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc j'ai fait mes premiers sujets, mes premières vidéos dessus en 2016. Donc en fait, toi, tu es d'abord passionné par les crypto-monnaies. Oui. T'en fais des vidéos. Tout à fait. Donc, aussi parce que je me sentais un peu seul à l'époque, tu sais. Hein, tu 2016, tombes sur Bitcoin, les cryptos, t'adores ça, t'as l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Ouais, je me rappelle, il y avait quelques assos, quelques sites, oui, mais voilà, pas grand-chose, tu vois. Je me rappelle d'un truc qui était passé à France 3, mais il y a, je sais même pas si ça fait 10 ans, d'un gars qui avait fait un bar. Ouais. Je sais pas si t'avais vu, t'as Le bar à Paris. Et voilà, où oui, le gars il dit oui. bah non, ici on paye qu'en Bitcoin, mais là, tous les gens qui ont regardé, personne ne comprenait rien quoi. C'est un bar à Paris, je pense que c'est un bar dans lequel j'ai déjà été, il avait raconté son histoire et quand il recevait des paiements Bitcoin, il les conservait. Ouais. Et les gens rigolaient beaucoup moins de ce qu'il faisait quelques années après quoi. Ouais, voilà. Il s'est fait payer quelques coca sacrément cher lui. Ouais, c'est ça. Donc toi t'es à la base intéressé par ça. On rappelle, t'es pas quelqu'un qui a 50 ans. J'ai 25 ans et du coup quand j'ai commencé, ma première boîte, j'avais 19 ans. D'accord. Et ma première vidéo il y a 6 ans quoi, 19, ouais c'est ça, 19. Donc là plus de 500 000 abonnés, je suis très impressionné parce que en fait sur YouTube t'as deux cas de figure. T'as la personne qui va être suivie parce qu'elle raconte une histoire et entre guillemets peu importe le contenu, on va avoir des gens qui vont s'intéresser, qui ont envie d'avoir la suite. Et puis il y a aussi des gens qui vont s'abonner parce qu'ils savent qu'à chaque fois on propose du contenu intéressant. Donc c'est moins pour la personne mais c'est plus pour le contenu. T'as accumulé plus de 500 000 abonnés sur une niche qui est très fermée, celle des crypto-monnaies. Comment ça se passe pour toi? C'est quoi? C'est le secret de la réussite dans une chaîne de crypto? C'est la récurrence, les sujets bien trouvés, les miniatures putaclic? Alors j'essaye moi de pas trop en faire d'ailleurs et des fois je me mords les doigts parce que ce que je vois, ce qu'on arrive à faire sur YouTube et là, avec l'algo quand on joue un peu de ça, c'est fou. Honnêtement, j'ai pas de recette magique, c'est juste que je suis assez régulier, je fais une vidéo par semaine depuis du coup 2016. J'essaye de vraiment tenir ce rythme, j'essaye d'avoir des contenus qui sont assez intemporels, c'est-à-dire qu'une expertise oui, mais pas une expertise très précise dans toutes les technos. Je vais vraiment parler en général, c'est quoi, ça sert à quoi, comment ça marche, et si je m'adressais à moi quand je ne connaissais pas le sujet. Parce que je vois beaucoup de gens très intelligents dans la crypto-monnaie, mais ils sont plus intelligibles. On comprend pas ce qu'ils disent. Ils aiment bien aller vraiment dans le détail, très profond, mais si c'est pour être compris par 8 personnes à la fin, je vois pas c'est quoi l'intérêt. Et à côté de ça, j'ai quand même personnifié le truc, c'est-à-dire que c'est pas juste des tutoriels c'est pas le sujet uniquement, c'est vraiment moi et ma façon de le voir. Voilà. Qui du coup est imparfaite parce que c'est ma vision. Oui, mais tu as quand même ce côté, comme tu dis justement, un peu pédagogue où on comprend vite. C'est ce que j'essaye de conserver. D'ailleurs, j'ai jamais été excellent quelque part, mais j'ai toujours été moyen dans plein de sujets. Et j'ai essayé de garder tout ça pour vulgariser les cryptos. Il fait le mec un peu humble, mais c'est vrai que souvent dans les vidéos, il me perd vite. Hein. Là, franchement, des fois, t'es très technique quand même. Des fois, tu rentres dans des sujets, je dis, oh, bah là, ça y est, je comprends plus rien. Et j'essaye, et je te jure, j'essaye. Et c'est vrai
vrai que sur ma chaîne secondaire, il y a des moments où du coup je vais un peu plus dans le détail et je me rends compte que ouais, ça passerait pas sur la chaîne principale. Mais la moyenne d'âge des gens qui me suivent, c'était 40 ans au début, on doit être sur 37, 38 aujourd'hui. Parce que c'est du profil investisseur, décideur, et il y a de plus en plus du coup de jeunes qui viennent par les NFT, les nouvelles techno, et il y a des fois des gens qui ont 60, 70 ans qui viennent et qui s'intéressent à... qui cherchent simplement... Comment la finance tourne. Ouais, voilà, comment la finance tourne. Dans ma petite liste de choses, je voulais parler d'abord pour que les gens comprennent qui t'es. Là, on a compris que tu étais sur YouTube notamment, avec une récurrence quand même importante. Beaucoup de vidéos, un sujet que tu maîtrises. Ça fait aujourd'hui plusieurs années que tu es dans les crypto-monnaies. J'ai connu aussi au départ, avant toi, j'écoutais énormément de podcasts avant de te connaître toi. Et puis j'entendais souvent parler de Just Mining, qui est devenu Meria. Ouais. Alors le nom est intéressant, tu l'as expliqué dans ta vidéo, hein, l'arbre qui est immortel. Même après être mort, son bois reste imputrescible. Voilà, je trouve ça incroyable. Pour expliquer en 2 mots, Just Mining, c'est une société au départ. Est-ce que le nom disait quelque chose? Est-ce que tu vendais des machines de minage? C'est ça. En fait, du coup, pour sécuriser, alors la blockchain, c'est indépendant de toute banque, de tout gouvernement, de toute entreprise. C'est-à-dire que c'est un système qui est entretenu par ses utilisateurs, pour ses utilisateurs. Mais il faut quand même de la puissance informatique pour mettre à jour, pour sécuriser le réseau, bref, pour maintenir l'intégrité de la blockchain. Donner la disponibilité, quoi. Eh ben, on appelle ça des mineurs. À la base, ça vient des mineurs qui allaient chercher de l'or. C'est-à-dire que tu partais avec ta pioche et tu savais pas vraiment si tu allais rapporter de l'or. Ben, le mineur, c'est pareil, c'est un ordinateur, il est connecté au réseau, il fait des calculs toute la journée, mais il sait pas vraiment si à un moment il va sécuriser un bloc de transaction et il va avoir des récompenses. Donc le mot mineur vient de là, si tu veux. Ben, moi, un jour, il y a un abonné qui me dit comment ça marche le minage. Eh ben, je vais essayer. J'appelle mon frère qui lui est un peu plus tech que moi, il a fait Epitech, une école d'ingénieur en informatique. Et du coup, ben, on a pris un PC, on a mis les bons composants, le bon logiciel, ça marchait pas sous Windows, on devait passer sur Linux, bref. On fait tout ce qu'il faut, on choisit tout jusqu'à ce qu'on le connecte à une pool de minage pour que la machine commence à faire des calculs et qu'on récupère des commissions. C'était pas sur Bitcoin, c'était sur une autre crypto-monnaie, Ether. Et à la fin de la journée, le truc me rapporte 2,50 € de crypto-monnaie, il m'a coûté 1 € d'électricité. C'est rentable. Il y a de l'argent. Voilà, je fais ma vidéo et il y a un abonné qui m'écrit un commentaire légendaire. Il m'écrit « C'est rentable, ça m'intéresse, j'ai les moyens d'acheter la machine, mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens de faire tous ces efforts et je trouve ça bien dommage car si une entreprise avait créé un ordinateur qu'on avait juste à brancher à Internet, à l'électricité, à appuyer sur Start, enfin juste miner quoi, tu vois? Ouais, voilà. Juste miner, tu vois. Et là, on est parti sur Just Mining. Excellent. Et on a eu des refus bancaires à droite à gauche parce que déjà, t'as vu maintenant aujourd'hui ma barbe, mais imagine il y a 6 ans quand j'arrive en mode on va miner du bitcoin dans une cave et il nous faut un compte en banque et 50 000 € de prêt. Pas de succès. Mais ma petite communauté de l'époque, 5-6 000 personnes qui avaient déjà gagné de l'argent dans les crypto-monnaies parce que 2016-2017, on est arrivé au bon endroit au bon moment. Et du coup, ils m'ont financé, on a eu des précommandes, donc comme une campagne Kickstarter quoi. Et on a démarré avec un compte en banque et des clients à livrer. En 3 mois, on devait livrer les bécanes qu'on avait promis. Quoi. Moi, je me rappelle les vidéos, je sais pas si ça a un lien ou pas avec toi, de Romain Lannéry il y a des années. Romain Lannéry, c'est l'un des premiers qui a présenté une de mes bécanes. Ah, donc c'était ta machine. Parce que moi, je me rappelle. Il m'a appelé, il m'a dit viens, on la déballe et tu nous montes ta bécane. Vidéo. J'arrive avec lui et je la déballe avec lui en fait. Non, mais j'ai jamais fait le rapprochement. Parce que je me rappelle de cette vidéo où il faisait une unboxing d'un truc. Pareil, c'est vieux, hein, ça commence à être vieux. Ouais. Là, pour le coup, la boîte 2017, donc ouais. Et je vois le truc. Quoi, 5 ans, 6 ans. C'est la toute première fois où il y a un mec qui m'appelle de YouTube en fait, si tu veux. Parce que moi j'étais quand même dans mon coin où YouTube, je regardais, je voyais tout le monde passer, mais dans ma tête j'étais pas youtubeur. J'étais dans mon coin avec ma caméra et je parlais de mon truc aux peu de gens qui acceptaient de m'écouter, tu vois. C'était vraiment ça. Et Romain il me fait, mais c'est incroyable, la bécane, l'histoire, la boîte, viens et déballe-en une. Et alors là, c'est opportunité, tu vois. Depuis, je suis toujours en contact avec Romain, on fait des vidéos des fois, et puis comme il est toujours amoureux de la tech et qu'il est toujours amoureux des cryptos, on parle pas mal. Quoi. Donc Just Mining, cette société où tu vas vendre du matériel pour miner de la crypto-monnaie, et ensuite tu vas offrir d'autres possibilités. Totalement, d'ailleurs aujourd'hui on fait plus de minage. C'est pour ça qu'on est parti sur Meria, parce que très rapidement tu découvres les vrais problèmes. T'as 20 ans, tu t'es enfermé dans une cave avec tes potes, t'as fait un peu d'argent, ok, on a fait 1 million € de chiffre d'affaires, 30% de marge, donc t'as fait tes 300K. Mais il y a des salaires, il y a de la TVA, tu as des problèmes d'import-export. Il y a de l'IS. Même pas, mais si seulement tu fais de l'IS quand tu fais du profit. Mais tu découvres, en réalité, nous on était là, marge à 30%, mes collègues me disent c'est pas assez, moi je suis là en mode attendez, 30% déjà, la machine doit la rembourser, tu vois, il y a des trucs qui... Et là tu te rends compte que sur tes 300K, tu as ta TVA qui part, après il te reste tout ce que tu dois couvrir en charge sociale, et puis on commence à être 5-6 pour livrer tout ça. Et le problème, la casse. Les livreurs DHL te pètent une machine sur 3. C'est ta marge.
Ah putain. T'es en Europe, garantie des machines, 2 ans ou 3 ans c'était. Certificat CE, parce que c'est des machines européennes, ça nous a coûté une blinde. Tu te retrouves à livrer, moi, on a mis à peu près les mêmes frais de port partout que nenni. Quand tu livres une machine en France ou quand t'en livres une à l'autre bout de l'Europe ou à l'international, c'est pas les mêmes prix. On avait des clients en Afrique, on en avait aux États-Unis, on en a livré en Asie, donc t'as livré des bécanes partout. On avait livré dans plus de 110 pays. Et là, on se rend compte du truc et on dit, problème. Pour deux choses. Un, tu fais pas assez d'argent pour que ce soit durable parce que t'as le moindre client, il la reçoit chez lui. La machine, elle est pliée. J'ai vu des livreurs DHL plier des bouts de tôle. Je savais pas qu'on pouvait les plier comme ça. Ils ont roulé dessus, quoi. Ah, mais c'est terrible. Le truc, il pose la bécane, elle est ronde. Et puis après, t'as tout. Puis t'as du client particulier qui dit ouais, ma machine, elle marche plus. Bah, t'as le support qui l'appelle, oui, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, comme elle chauffait, moi, pour la refroidir, je l'ai mis dans le jardin et puis il a plu. Ah ouais, d'accord. Et il fait bah, moi, je vais te rembourser, je suis pas satisfait. Je fais bah. Ouais, compliqué. Très compliqué. Le hardware et les particuliers. Tu découvres deux marchés d'un coup très complexes et là du coup on se pose et tu as les crypto-monnaies qui redescendent. Tu vois le premier bear market 2018, le Bitcoin qui était parti de peut-être 1200, 1300 pour aller taper les 20 000. Là ça redescend à 4-5 000 et là tu te regardes, tu dis ok. Très dur niveau de réseau. Très dur parce qu'il faut couvrir tes équipes. Tu commences à découvrir du management aussi parce que tu as 5-6 bonhommes. On travaillait comme des demeurés. Comme des demeurés. On faisait que ça. On dormait au bureau, on devait livrer quoi. Et puis on avait donné notre parole. Donc à un moment, si tu te rates là, c'est fini et on te la donnera plus cette confiance. Et donc on se dit comment est-ce qu'on vit jusqu'au prochain été parce que comment est-ce qu'on dans les crypto-monnaies, c'est comme dans Game of Thrones, ça peut durer quelques années, tu vois. Et là tu te dis comment est-ce qu'on arrive au prochain été et comment est-ce qu'on arrive à ce prochain moment où les crypto-monnaies prennent de la valeur et comment est-ce que tu passes l'étape d'après en fait. Et là tu te dis le hardware, le machine physique, c'est pas scalable. C'est pas durable, import, export, puis il fallait avoir les composantes. Ouais. Quand t'arrivais bien à vendre, t'arrivais pas à acheter. Quand t'arrives pas à acheter, t'arrives... Enfin, bref. Ouais. Et là, on découvre d'autres blockchains qui fonctionnent pas sur du proof of work. Le proof of work, c'est le minage. La machine travaille, elle fournit la preuve qu'elle a travaillé. Proof of work, et elle est payée. Le proof of stake, c'est autre chose. C'est-à-dire que t'as pas besoin de mettre chez le client une machine. Pas de livraison, pas de gestion de stock, pas de support parce que le client, il a mis le feu à sa machine ou il l'a mis dans son jardin et qu'il a plu. C'est des cryptos qui étaient déjà passés par The Merge. Voilà, c'est des cryptos qui étaient soit déjà basés sur le consensus de Proof of Stake, soit comme Ether qui récemment est passé du premier Proof of Work en Proof of Stake. Et du coup, là, il y a plein de choses qui sont intéressantes. La première, c'est toi qui gères les serveurs et les gens peuvent déléguer de l'argent, donc n'importe qui peut acheter de la crypto et te la confier. En plus de ça, c'est de la délégation, donc on peut pas, nous, par exemple, on peut pas utiliser cet argent pour la vendre. Oui, c'est pas en fonction de comment ils nous la délèguent. On ne peut pas abuser. Donc... Au départ, c'est pas comme un fonds d'investissement. Exactement. Et c'est génial. Parce que quand tu as 21 ans, 22 ans, une banque ne peut pas te confier beaucoup d'argent. Elle n'aura jamais confiance. Et elle va te demander des garanties que tu ne peux pas assumer. Alors que là, elle peut déléguer sans aucun risque. Et donc, on a pu draguer des grosses quantités de fonds. Et on a réussi, au top de 2021, on gérait à peu près un demi-milliard d'actifs. Et là, maintenant, on a structuré tout ça. Il y a eu la régulation française, donc c'était plus juste une entreprise. On a dû devenir PSAN, prestataire de services d'actifs numériques. On s'est régulé, donc maintenant on a un compartiment compliance complet, on doit respecter toutes les normes contre la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, et puis on est une institution. J'ai écouté un podcast justement où tu expliquais tous les problèmes que tu avais pour lutter contre soit les espèces de, je sais pas si on peut appeler ça du piratage, mais pour pas que ça sorte, pour sécuriser tout ce que tu fais, et ça a l'air d'être un truc très chronophage. C'est ça, et c'est très... Alors la sécurité informatique, c'est un monde, et la compliance en est aussi un autre. Mais là vraiment, on a les mêmes fonctionnement qu'un organisme bancaire finalement. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc on a dû recruter des gens qui venaient d'un monde et qui disaient non, notre directeur compliance, il sort de Western Union avant. Notre directeur de la sécurité s'occupait de la sécurité de la Banque internationale du Luxembourg, mais également d'autres exchanges de crypto. Et on a été recruté que des profils beaucoup plus poussés que nous dans certains domaines. Des gens qui sont venus, on pensait qu'on était sécurisé, ils nous ont dit on reprend tout à zéro. On pensait qu'on était conforme, ils nous ont dit on reprend tout à zéro. Et on a reconstruit en fait sur un business qui évoluait. Et en parallèle de ça, l'éducation, le régulateur, le gouvernement, parce que c'est eux qui font les lois du métier que tu es en train de faire. C'est la question que je me posais, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que Just Mining, ça prend tout son sens que ça devienne Meria aujourd'hui et que ça change de nom parce que l'activité ne ressemble plus à ce qu'elle était. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, pour faire plus simple, des entreprises et des particuliers peuvent mettre sous gestion, j'allais dire leur argent, mais leur crypto-monnaie. Alors, il y a deux façons de le faire. D'un point de vue totalement légal, c'est de la mise sous conservation. Ceci n'est pas un investissement. Non, tu as deux moyens d'utiliser les services de Meria. C'est pour les particuliers, entreprises et même entreprises régulées, certaines institutions. Soit tu utilises la plateforme, tu te connectes, tu valides ton identité, tu passes par l'étape chiante, tu n'as pas le choix, c'est la conformité, on est obligé de faire une entrée en relation conforme. Et ensuite, tu peux acheter ou déposer ta crypto-monnaie
et tu vas la faire travailler en fonction de certains outils qu'on te propose sur la plateforme simple, et tu peux poser tes questions, on peut t'aider. Soit tu veux faire un mandat sous gestion, et là c'est différent, là tu nous contactes, tu as rendez-vous avec un conseiller, c'est un minimum de 50 000 €, et là tu vas avoir des gens qui vont gérer un portefeuille selon ton risque. C'est-à-dire qu'on va définir ton profil de risque, est-ce que c'est plutôt équilibré, est-ce que c'est plutôt risqué ou conservateur. D'ailleurs si c'est trop conservateur, on va te dire, la crypto-monnaie c'est peut-être pas fait pour toi. et en fonction de ce profil de risque-là, tu vas faire un dépôt, ensuite légalement on va changer ton argent contre de la crypto-monnaie, Voilà. et on va prendre position. Il y a des gens qui investissent en euros. Tout à fait. En fait, on a différentes entreprises. Meria, c'est l'une des plus grosses, mais au total, on a une quinzaine d'exploitations et on est à peu près 120 en full-time dedans. Rien que Meria, c'est une quarantaine de personnes à temps plein. On a une autre structure qui s'appelle Descoin, qui s'occupe du change. En fait, au début, on ne savait pas. Ces deux activités-là, on voulait les scinder. La société de gestion d'investissement et la société de change qui fait En fait, c'est un broker qui change crypto, euro, crypto. Comme d'autres qu'on connaît. C'est ça, et donc on avait fait deux structures différentes qui ont deux licences et deux enregistrements différents parce que on savait pas, tu sais, tu fais de la ségrégation de business, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, on savait pas comment ça allait se développer, donc on a préféré segmenter nos offres et nos produits en différentes structures, et aujourd'hui Meria travaille avec Descoin qui s'occupe du change. D'accord, ok, c'est incroyable. J'avais pas l'environnement, moi qui écoute les podcasts, qui regarde les vidéos. On s'est échangé 2-3 messages, mais c'est vrai qu'on a parlé un petit peu. Mais je vais être franc, beaucoup, moi j'avais vu quelques vidéos de toi, mais je me rendais pas compte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et donc j'ai commencé à diguer, comme on dit en crypto, j'ai commencé à regarder tout ce que tu faisais. J'aime l'entrepreneuriat plus que tout, et j'aime on est là, on doit aller là, on a telle ressource, comment on fait? Voilà. Et ça, c'est ce qui me rend fou complètement. Et du coup, j'ai adoré tomber dans toutes ces histoires et ta communauté, la façon dont elle parle de toi, ce que ça dégage. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je le rencontre, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et c'est vraiment sympa de voir des gens qui se sont dit, ok, moi je vais ici. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que ça part pareil. Ça part d'un truc où je me suis mis à 400%. C'est pour ça que je me retrouve aussi un peu, mais même si ça n'a rien à voir. Dans l'ambition et dans la volonté de faire quelque chose. Mais t'as quand même tout le temps les mêmes merdes, ce que je veux dire. Tu vois, la scalabilité, rendre le truc durable, être sûr que qu'il n'y ait pas de soucis, les équipes. C'est ça. C'est super intéressant parce que moi, tu répondais aussi à des questions qui m'intéressaient personnellement. On a fait un petit peu l'environnement de ton entreprise, comme tu dis, qui a été scindé en plusieurs entités. Parce que, si demain, comme tu dis, il y a une galère, c'était au départ pour ça peut-être. Au départ, c'était pour ça, et c'était surtout au niveau de la loi, parce que ça n'existait pas. En fait, on savait même pas si ce qu'on faisait, on avait le droit. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code NAF. Quand tu crées ta boîte, en mode « Ah, vous êtes un mineur de Bitcoin, c'est la case 34 ». Alors sur le cabis. Matériel informatique. Vente de matériel informatique, tu commences là. Incroyable. J'avais des petites questions maintenant qui concernent plus le marché au sujet des crypto-monnaies. Moi, c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent mais comment ça fonctionne? Pourquoi c'est aussi volatile? Alors on entend que c'est volatile. Tout à fait. On a eu une petite preuve il y a quand même quelques mois que c'était volatile. Je vole depuis le début. C'était une petite feuille morte, tu sais. Et puis les gens se disent mais c'est volatile, mais est-ce que c'est pas dû à la régulation qui met du temps à venir ou qui un petit peu des fois c'est des gens qui sont, l'avis des personnes vont compromettre la régulation. Il y a des gens qui sont pour, ça va peut-être aller dans un bon sens. Il y a des gens qui sont contre, ils vont trop réguler. Et est-ce que c'est dû à ça qu'il y a une volatilité dans les crypto-monnaies qui fait que demain tu peux acheter ton Bitcoin à 65 000 et le lendemain il vaut 18 000? Ce qui fait que c'est très volatile, c'est c'est une question de vélocité et de volume. S'il y avait beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de détenteurs, d'un point de vue de la quantité, je veux dire, ça bougerait moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très volatile, c'est que ça reste un petit marché. Alors oui, c'est beaucoup. Aujourd'hui, l'intégralité des crypto-monnaies, c'est 1000 milliards. On était monté à 3000 milliards au top de 2021. Et en utilisateurs, on est un peu plus de 300 millions, je crois. Je serais incapable de te répondre. Honnêtement, je sais pas. Parce que ça bouge très vite et c'est la seule courbe qui fait que grossir de toute façon le nombre d'utilisateurs. Parce que dès que tu as découvert, ça monte, ça descend, mais la technologie derrière, tu dis, mais en fait, il y a une utilité. Et pareil, on parle des cryptos, mais Bitcoin, c'est pas Ether, c'est pas les autres cryptos. Et il y a des crypto-monnaies qui servent à rien. Enfin, quand je vois des mecs qui s'échangent des chiens colorés à 70 000 balles, je me dis, je comprends qu'il y a des gens qui nous prennent pour des guignols de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais très bien que. C'est comme Internet. Internet, tu peux faire un super site pour communiquer avec tes abonnés, pour échanger. Tu peux faire un site pour vendre des armes. Et pourtant, tu peux pas juger Internet sur ces deux exemples. Parce que tu as aussi Amazon, tu as aussi. Bref, et c'est ça qui est dur avec la blockchain. Tu peux avoir une très bonne ou une très mauvaise expérience de ce qu'on peut en faire. Ce qui fait que c'est volatile, c'est parce que ça bouge. Déjà, parce que ça a eu un passé volatile. Donc, naturellement, tu as des gens qui arrivent, qui en achètent, qui en revendent. Et naturellement, ils vont faire bouger. C'est l'offre et la demande. C'est simple. Et ce qui fait que ça peut descendre aussi vite, c'est que naturellement, quand tu achètes quelque chose à 100 € et qu'il est à 10 000 € X mois après, tu as un moment où même si tu es persuadé qu'il vaudra 100 000 € un jour, tu as un moment où tu en as qui vendent. Et quand ils vendent, ils font baisser le prix. Et du coup, les autres qui en ont se disent « Ah, ça va baisser encore plus, il faut que je vende maintenant ». Et c'est pour ça que tu as des grosses prises de valeur et que tu as des corrections. Mais Bitcoin reste de moins en moins volatile. Je l'ai connu, il est passé de 200 $ à 20 000.
et il s'est effondré à 3000. Oh, effondrement. Puis ensuite, il est passé de 3000, 4000 à 67 000. Puis là, il est effondré, il est tombé jusqu'à 16 000 et là, il est à 23 000. Il y a des gens qui disent, à 23 000, il s'est effondré, il vaut plus rien. Voilà, il vaut plus rien, les gars. Et quand tu regardes d'un point de vue des pourcentages de hausse et de baisse, cette amplitude a tendance à se réduire petit à petit. Tout comme, moi, j'ai pas connu quand le Bitcoin est passé de 10 centimes à 20 euros. Ouais, bien Mais sûr. pour eux, ça, c'était de la volatilité. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est en train de se réguler et que c'est en train de se cadrer, petit à petit, ça perd de la volatilité. Donc la régulation, pour toi, elle vient impacter Les la volumes. volatilité. Parce que la régulation fait que les institutions et les grandes entreprises peuvent investir légalement dans Bitcoin. Et donc, il y a des plus gros sous qui arrivent que les sous des particuliers, des utilisateurs. Donc le volume... S'il y a des plus gros sous, ben, quand tu vas retirer tes 100 euros, à l'époque, au tout début de Bitcoin, tu aurais fait bouger le prix. Aujourd'hui, tu retires tes 100 euros, on ne le voit pas bouger. Pour te donner un ordre d'idée, je pense que tu dois avoir entre 50 et 100 des fois milliards de dollars de volume journalier sur Bitcoin. Ah ouais, Et donc, pour que toi, tu fasses bouger le prix, ou moi, enfin en fait, c'est tout ce que je énorme. te souhaite. Hein. Mais voilà. Donc Et on a plus encore ça avance, des Elon Musk qui vont parler d'une crypto et elle va prendre ou perdre. Et tu vois, c'est plutôt ça qui faisait bouger les prix. C'est pas uniquement un mec qui achète et qui vend, même s'il y en a et on le saura jamais. C'est plutôt les espèces de top tweets, les Voilà, Elon puis- Musk qui changeaient d'avis. Tu sais que c'est très communautaire. C'est ce que pensent les gens, c'est comment va le vivre la commu. Et donc naturellement, quand la commu s'enflamme ou quand la commu a peur, eh ben tu vois des grosses variations. Mais le fait que ça se régule, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des plus gros volumes, des produits financiers, eh ben naturellement, tu commences à être sur un marché qui petit à petit se stabilise. Et pour moi, un moins 20% dans la journée, ça pique, mais c'est doux par rapport à ce qu'on a déjà connu, quoi. J'adore quand tu explicites à chaque fois les Ah bah les mais choses. je te jure, c'est doux. Et puis trop t'as des drôle. cryptos qui sont pas Bitcoin. Ouais. T'es là, des fois tu dis, oh, j'aurais dû rester sur Bitcoin. Je fais, Ouais. mais Bitcoin a perdu 40%. Ouais, c'est ce que je te dis, j'aurais dû rester sur Bitcoin. Donc pour toi, plus la régulation va venir, plus en fait quand on parle de régulation, pour les gens qui sont peut-être un petit peu perdus, parce que je pense à moi aussi des fois qui ne comprends pas tout, la régulation c'est vraiment ce que l'État va dire, bon on peut faire telle ou telle chose avec les crypto-monnaies et on va brider des choses qui pourraient être utiles pour le terrorisme, financer les armes, le dark web, les choses comme ça. Ouais, puis ils te disent comment, qu'est-ce que tu dois faire, si tu veux proposer ces services, quelles équipes tu dois avoir en interne, quels Voilà. logiciels, quelles pratiques. C'est pour ça que des Voilà. entreprises comme les tiennes doivent avoir un agrément PSAN pour pouvoir utiliser de l'argent des gens et les mettre sur des marchés, etc. Pour être totalement, je suis obligé, hein, pour être totalement carré, c'est un enregistrement PSAN. L'agrément, c'est la deuxième étape, c'est celle qui arrive après, il n'y a encore aucune société qui l'a. D'accord. Et je pense même pas arriver jusqu'à l'agrément PSAN en France parce que maintenant il y a une régulation européenne qui s'appelle MiCA et qui va demander à toutes les entreprises en Europe d'avoir la même régulation. Parce que sinon tu avais un problème, tu as une entreprise en France, elle doit avoir telle régulation, dans tel Oui, l'autre, pays, c'est rien différent. du tout, ça crée des problèmes. Donc on va passer directement, je pense, de l'enregistrement PSAN à cette régulation européenne MiCA qui va donner des bases pour tous ceux qui veulent proposer des services aux Européens. En fait, c'est venir cadrer tout l'environnement des crypto-monnaies pour pas qu'il y ait n'importe quoi de fait, tout simplement. Et tu as C'est des ça, gens dans la régulation. crypto qui sont contre ça. Ouais. Parce que certes, tu as des bonnes choses dans la régulation, selon moi, toutes ces normes-là, parce que c'est des flux financiers. Oui, Tu oui, dois non, respecter il faut, certaines bien sûr. bases, il y a une responsabilité, et tu as quand même des gens qui réfléchissent pas, qui viennent mettre leur argent, qui peuvent le perdre, qui comprennent pas les risques, et puis les gens veulent gagner de l'argent, mais ils veulent pas en perdre. Et comme j'aime le dire, l'argent rapide existe, mais que parce que tu peux le perdre rapidement. L'argent facile, il existe toujours pas, surtout pas dans les crypto-monnaies. Même si on a toujours un cousin ou un pote qui a gagné beaucoup, il faut se calmer là-dessus, Ouais. c'est très dangereux. Et en fait, quand ils prennent des claques comme le Bernard Madoff de version crypto-monnaie, c'est comme ça qu'ils viennent C'est ça, et essayer puis de réguler encore un peu plus pour que ce genre de choses ne puisse plus arriver, quoi. c'est ça, et t'es dans un truc où Bitcoin baisse, c'est pas une Madoff, tu vois ce que je veux dire? Madoff, c'était une arnaque volontaire, Mais dessinée. il y a eu ça aussi sur les crypto-monnaies. Mais bien sûr qu'il y en a eu. Ben, en Les fait, c'est ça. brokers. C'est tout nouveau. Mais un broker qui se fait hacker, c'est un problème technique. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un dont la sécurité a été corrompue et il a réussi. Alors, soit c'est lui qui part avec la caisse et il dit qu'il y a un problème, soit sa sécurité avait une faille. Il y a une différence entre un vol de crypto-monnaie, une faille technique, et un mec qui crée une crypto-monnaie révolutionnaire, je vous jure, et vous comprenez pas, mais c'est normal, c'est très complexe. Faites-moi confiance. Et envoyez-moi je vais vous donner 10% d'intérêt par mois, aucun risque. Et au bout de 6 mois, il se fait la malle. Ouais. Il y a une différence entre j'ai voulu faire ça bien, je me suis pris une claque, et j'ai monté une arnaque de toutes pièces en utilisant Ouais. les termes complexes de la crypto pour... Et il y a beaucoup d'arnaques qui viennent là, et c'est l'endroit parfait. Pourquoi est-ce qu'on voit plus de pub pour gagner un iPhone aujourd'hui? Parce que tout le monde a compris. Mais au début d'Internet, ça marchait du feu de Dieu. Bah parce oui. que les gens se disaient c'est possible, c'est Internet, c'est la révolution. C'est exactement pareil. Les gens arrivent, ils savent que c'est complexe, qu'ils comprendront pas tout, mais qu'on peut gagner beaucoup rapidement. Et là où je te dis, donne-moi 100 euros, je te rends 200, tu vas me dire attends, elle est où l'arnaque? Il y a des gens, ils pensent que donne-moi un Bitcoin, je te rends 2. Ah, c'est possible, c'est Bitcoin. Bah oui, voilà. Pas du tout. Absolument pas. Les codes n'ont pas changé, il faut juste être prudent.
Mais ça reste une techno folle qui peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'on a bien répondu autour de la volatilité. En vrai, on pourrait en parler un moment encore. Ouais, c'est vrai que c'est excellent, mais ça a expliqué pas mal de choses autour de la régulation, autour du cadrage de tout ça. Et donc, toi, t'es plutôt pour, t'es plutôt dans le sens où tu préfères que ce soit cadré plutôt qu'il y ait ça va amener plus de gens aussi. Mais t'as des discussions de personnes, ceux qui ont créé le Bitcoin, c'est les cypherpunks, en tout cas c'est sur ce mouvement-là, et en gros les mecs ce qu'ils voulaient c'est un internet libre. Je te parle pas de libre pour acheter des armes et pour faire des conneries, je te parle de, on n'a pas à dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, le pourquoi du comment, et pour certains cyphers et pour certains Bitcoin maximalistes, la régulation c'est un problème. Parce que c'est une façon pour l'État de contrôler ce qu'on fait, de savoir ce que tu manges, où est ton argent, de pouvoir te prélever de... Et eux, ils disent, on a quand même créé Bitcoin à la base sur un fondement de 2008 où les banques et les États avaient, entre guillemets, abusé des citoyens. Parce que les banques ont fait défaut pendant la crise des subprimes, et les États, soit ils laissaient les banques couler avec l'argent des gens, soit ils renflouaient les banques avec l'argent des gens. Donc les gens, il y en a certains qui disent c'est pas juste c'est ce qui vient de se passer. Et là, il y en a certains qui disent la régulation, c'est quand même un moyen pour le gouvernement de mettre ses normes, son contrôle. Et t'as pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait si tu veux, parce que si le gouvernement abuse, oui c'est un problème, mais s'il n'abuse pas, ça peut cadrer certaines choses et ça peut être sain. Et à l'inverse, le fait qu'il n'y ait aucun cadre, ça rend les gens libres, ça permet à chacun d'être vraiment libre dans sa vision de la monnaie et de sa liberté financière. Mais il y aura toujours des gens qui vont abuser de cette liberté pour faire des choses horribles. T'as pas de réponse parfaite. Tu vois, c'est comme l'anonymat. Est-ce que c'est bien ou pas d'être anonyme? Moi, je suis pour. Mais il y a des gens qui vont utiliser l'anonymat pour faire des choses que je ne peux pas cautionner. Donc, t'as pas de bonne réponse là-dessus. En tout cas, en tant qu'entreprise, on doit jouer le jeu, surtout si on veut rester en France, et c'est la partie qu'on a décidé de faire. Tout l'environnement aujourd'hui, donc, avec une régulation, comme on y expliquait, qui est de plus en plus gérée par l'État ou pas, on voit qu'aujourd'hui, il y a PayPal qui propose de payer avec des crypto-monnaies. On voit que des banques investissent dans des crypto-monnaies. On voit que des instituts, des États, des pays, le Salvador a rendu le Bitcoin monnaie légale. Aucun commerçant peut le refuser là-bas. Aucun commerçant peut refuser le Bitcoin. Comment tu vois la chose, toi, plutôt comme le chemin que ça devait prendre sur les 10, 15 ans, 20 ans qui vont arriver? Je ne suis pas spécialement convaincu de quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression que dans 10, 15 ans, quand on ira faire un achat, on se dira bah, tiens, je vais payer avec quelle devise? Fiat ou crypto? En fait, tu payeras avec de la valeur. Que ce soit des métaux tokenisés, que ce soit de l'euro, du dollar ou une crypto. Alors honnêtement, je ne vois malheureusement pas l'avenir, sinon je serais très à l'aise. Tu penses que ça va dans le bon sens? Je pense que ça va... des pays prennent la monnaie légale. Je pense que c'est logique. Le problème de ce bon sens, c'est que ça dépend comment c'est fait. Pareil, soit tu auras un Bitcoin, une monnaie libre dont personne ne peut abuser, mais qui sera peut-être plus ou moins volatile, soit tu auras un crypto-euro, mais en un seul clic, quelqu'un pourra geler ton compte ou te prélever ce qu'il estime que tu dois. Tu ne pourras pas faire certains achats parce que si tu veux dépenser sur tel site, ce ne sera pas dans le courant de pensée de la société en ce moment et on estimera que tu n'auras pas le droit de faire ça. Ça va dépendre. Le problème de la blockchain et de la techno cryptographique, c'est que c'est super puissant. C'est un truc de fou. Mais il y a Bitcoin qui est contrôlé par tous ses utilisateurs et un État qui peut créer une crypto-monnaie, donc une monnaie basée sur la crypto, la cryptographie, et contrôler tous ses citoyens. Et ça n'aura rien à voir avec Bitcoin. Et peut-être que tous les citoyens connaîtront et vont découvrir les crypto-monnaies parmi cette crypto-là, ou à l'inverse, que le gouvernement va faire un truc super juste, où le gouvernement n'a pas d'accès direct sur les comptes des gens. Peut-être qu'ils n'interdiront pas le cash à ce moment-là. Je demande à voir. Donc c'est ça qui est très dur à dire. C'est comme, est-ce que c'est une bonne chose, Internet? Je ne saurais pas te répondre. Oui, pour moi, ça a fait beaucoup de bien. Ça va dans le bon énormément sens. de belles pour choses. Toi, ça va dans le bon sens. Pour moi, c'est la suite logique. Mais aujourd'hui, c'est le moment où il faut utiliser les cartes crypto. Pour moi, on doit comprendre comment ça marche. C'est vraiment très important de comprendre comment. Aujourd'hui, on peut plus, selon moi, vivre au jour le jour et se dire oh, j'ai pas besoin de comprendre comment marche l'euro, j'ai pas besoin de comprendre comment marche la société. Je m'en fous, moi, tant que je peux bouffer aujourd'hui. Parce que sinon, c'est toi la victime dans ce système-là. Tu vois, surtout aujourd'hui. Moi, je parlais à ma mère qui me disait ouais, mais tu vois, toi, t'es sur le Bitcoin et tu peux perdre ou gagner de l'argent. Alors que moi, j'ai de l'argent sur mon livret A et j'ai rien perdu. 18% face au dollar, il a perdu l'euro. Le prix de l'essence qui monte, c'est en partie parce que t'as un euro qui est plus faible. L'inflation à 2. Et moi, je lui dis, t'as rien perdu, maman. Et c'est là, je me suis dit, c'est grave. Parce que celui qui s'y intéresse pas, celui qui essaye pas de comprendre, c'est celui qui paye à la fin l'addition, en fait. Et je pense que c'est important de comprendre tout ça et de comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et qui vont d'office faire partie du quotidien demain. Après, tu aimes pas, t'as ton avis, mais au moins t'as compris le truc. Et tu n'es pas juste
Oh ben non, moi j'ai rien perdu, 100 euros c'est toujours 100 euros. Ok, mais quand tu achètes ton pain, si ton pain est 2 fois plus cher, 100 euros c'est 50 euros. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Tu sais qu'en tant qu'amateur, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à plein de choses, surtout comme tu disais, la moyenne d'âge des gens qui s'intéressaient à ta chaîne YouTube. Il y a plein de choses que j'aurais voulu te poser comme question, mais je pense que les gens vont pouvoir s'intéresser à ta chaîne YouTube. Tout ce qui est le bull run, quelles sont tes prévisions, qu'est-ce que tu penses? Ça, t'en parles beaucoup sur ta chaîne, t'as fait des vidéos. Prévisions, pas trop. Hein. Pas des prévisions, mais tu dis bonne nouvelle. Ou des fois, je te vois sur Instagram, tu mets jour de pluie. Ouais, c'est terrible. En fait, j'essaye d'expliquer simplement, et comme je vois pas l'avenir, bah, j'essaye de me tourner sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui justifie des hausses et des baisses, et essayer d'expliquer simplement des mécanismes qui sont quand même assez complexes. Parce que des fois, c'est des histoires de fous. Tu prends quand même avec des pincettes parce que tu veux pas être l'Elon Musk français qui va dire racheter du Bitcoin c'est le bon moment et parce que tu aurais un réel impact de plusieurs milliers de personnes. Et puis je suis pas trader. Voilà. Je suis pas trader, je suis un investisseur, donc je regarde une technologie qui me plaît et j'essaye d'investir sur du long terme en me disant ok, je suis pas capable de te dire qui sera Google et qui sera Twitter demain, mais je suis capable de dire qu'on est sur Internet et que dans 10, 15, 20 ans, il y a des grands sites qui vont faire notre monde. C'est mon pari. Et justement, pour revenir à ton profil d'investisseur, il y a en tant qu'amateur comme je disais tout à l'heure, les gens qui regardent ta chaîne YouTube, c'est plutôt des profils de personnes qui vont s'intéresser à l'investissement, s'intéresser à l'environnement financier, comment placer l'argent qu'on a fait, comment placer l'argent qu'on veut faire. Et beaucoup de gens, je le remarque, et moi le premier, se disent bourse ou crypto-monnaie. Je pense que c'est pas un choix à faire. Je pense que quelqu'un qui est bien en bourse devrait mettre peut-être 2 à 4% de son capital sur les crypto-monnaies et devrait découvrir comment ça marche. Je pense que même si tu ne veux pas investir dans les crypto-monnaies, tu devrais mettre 50 ou 100 balles juste pour en acheter, pour en recevoir dans ton portefeuille, pour en envoyer dans un autre, détenir ta propre clé privée, en gros ton propre mot de passe, ton propre accès à la blockchain, qui te permet de dire voilà, là j'ai pas de compte en banque, là mon argent elle est détenue entre un algorithme et moi, personne d'autre. Rien que ça. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr. Une clé publique, une clé privée. Donc en gros, un RIB et ton mot de passe, pour faire super simple. Je pense que c'est important de s'intéresser à ça. Et je pense que quand tu es totalement dans les crypto-monnaies, eh bien tu dois comprendre que c'est un monde qui va quand même très vite, très fort, qui est en train de se dessiner. Tu dois donc investir dans d'autres choses. Tu dois donc avoir des entreprises qui sont détachées de cet univers. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a des boîtes dans l'agroalimentaire, on a des boîtes dans l'immobilier, on a des boîtes dans le paiement, on a des boîtes dans les logiciels, on a une boîte dans la reconnaissance vocale. Mon frère développe des algos et de l'intelligence artificielle sur ça. Et on s'est dit, ok, on doit être capable de comprendre que nos profits qui viennent de ce monde-là, tu ne dois jamais tout miser dans un seul produit, une seule crypto, un seul domaine. Toujours diversifier, évidemment. Et tu diversifies. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont mettre un peu de sous en bourse, se faire un PEA, un plan d'épargne en action française sur lequel tu défiscalises un petit peu, un compte titre sur le marché américain. Et il y a des gens qui vont se dire je vais acheter un petit peu, je vais mettre un peu de sous chez Apple, je vais mettre un peu de sous là. Mais il y a des gens au même titre qui se disent je vais prendre un peu de Bitcoin, un peu d'Ether. Il y a plus de Français qui détiennent des crypto-monnaies en direct que de Français qui détiennent des actions en direct. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont mettre un peu de sous sur l'Ether et le Bitcoin, et d'autres évidemment, et qui vont se dire je fais ça et j'attends. Je pense que c'est la bonne démarche pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas. Comme c'est quelque chose de très violent et très virulent, si tu commences à arriver à acheter, à vendre toute la journée, à te prendre pour un trader, même en bourse d'ailleurs. Ça va pour moi, tu te fais ça c'est clair. C'est simple. D'ailleurs, en moyenne, un trader boursier, en moyenne, perd de l'argent. Ouais. C'est 10% de traders gagnants. Voilà, c'est ça. Ouais, et ils gagnent peu. Et ils gagnent très peu, ouais. Sur le volume. C'est incroyable. c'est fort. Ça fait du bien. Alors là, on a un gars, ils vont nous passer une Hayabusa. C'est doux quand même. Un 1300 Hayabusa. Ouais. On va en revenir juste après. J'ai une dernière question pour toi juste après. En gros, je pense que quelqu'un qui s'intéresse aux crypto-monnaies doit vraiment prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne. Avec 50 ou 100 euros, comme tu disais. S'il n'a pas le temps, il ne faut pas essayer de trader. D'ailleurs, je le déconseille même en bourse, acheter, revendre, j'ai entendu ça, j'achète, je revends. Non, tu vas perdre de l'argent. Si tu aimes la crypto-monnaie, la blockchain et que tu crois aux fondamentaux, mets un ticket, garde-le sur du long terme, car tout comme en bourse d'ailleurs, ceux qui performent réellement, soit ce sont des vrais connaisseurs qui font que ça, soit ce sont des gens qui prennent position et qui vont tenir leur position de 4-6 ans. Et d'ailleurs, on appelle ça du DCA. Le mieux, c'est du dollar cost average. C'est le fait de dire, au lieu de mettre un gros montant tout de suite, tu prends ce montant-là, tu le coupes en 24 et tu investis tous les mois pendant 2 ans. C'est plus malin parce que le prix soit haut ou que le prix soit bas, tu t'en fiches. Tu viens faire un prix moyen d'acquisition et tu vas prendre une position détachée de la spéculation. Tu es investisseur et tu paries sur une ou deux grosses cryptos qui représentent non pas Amazon ou Google, mais bel et bien Internet. De toute façon, aujourd'hui, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Bitcoin et l'Ethereum. Et donc, tu trouves que c'est pas une mauvaise idée d'arriver et de dire je mets là-dessus et j'attends de voir ou de connaître plus pour aller faire. C'est la stratégie qui m'a rapporté le plus depuis que j'exerce dans ce milieu. Le fait de prendre régulièrement
Et aujourd'hui, je n'ai jamais acheté autant de Bitcoin et d'Ether alors que je ne les ai, entre guillemets, jamais connus aussi chers. Parce que je sais que dès que j'ai voulu jouer au trader, j'ai perdu des plumes. Alors que dès que je me remettais sur mes vrais fondamentaux en mode je crois en la blockchain, je suis persuadé que ça va tout changer. Comme Internet, c'est une surcouche technologie, donc ça va changer le sport, la musique, le cinéma, l'automobile, tout. Ça va tout changer. Je suis content d'avoir ton point de vue là-dessus parce que du coup, on en revient un peu à la même chose, d'avoir une projection plus long terme. Et aujourd'hui, on a l'impression que, comme tu dis, les gens, ils vont faire 15 transactions dans la journée. Ouais, puis ils veulent. En fait, c'est ça. Si tu veux spéculer, faire du x10, voilà, tu veux faire pile ou face, tout le monde peut gagner. Tu peux aller au casino aussi. Tu choisis le rouge ou le noir et tu c'est nous peut-être embêtes même pas. plus gagnant d'aller au casino. Et c'est peut-être même plus gagnant sur du court terme parce qu'en réalité, oui, un débutant qui arrive qui dit ça va monter aujourd'hui, je vends demain. Tu viens lancer une pièce, quoi. Je suis pas partisan de ça, même si ça peut m'amuser, même si ça m'est déjà arrivé de le faire. Parce que, oui, évidemment voilà. qu'on achète des pancakes virtuels et qu'on essaye. Pancake swap. On a tous mais voilà, essayé. en attendant, c'est pas ma ligne d'investissement. Et même si ça peut m'arriver de mettre un 0,2, 0,3% de mon capital pour me faire plaisir ou parce que je pense que ça peut être sympa sur du très court terme, c'est pas comme ça que je taffe normalement. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions autour de la crypto-monnaie. J'ai la dernière qui va clôturer cette vidéo. Franchement, j'en ai pris plein la tête, je suis très content. J'ai appris pas mal de choses aussi. Et depuis le temps que je regarde tes vidéos, c'est Amixem qui m'avait fait découvrir ta chaîne. La dernière question, on te voit sur les réseaux, on te voit sur Instagram, on te voit sur YouTube, on te voit à la télé, on te voit chez BFM, on te voit un peu partout. Crypto-monnaie à 4000%, quelles sont les passions d'Asher? Je commence à prendre goût à plein de choses. Je dois t'avouer que j'aime beaucoup ce que je fais. C'est mon plaisir, c'est mon jeu vidéo. Passion. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me rend dingue. D'ailleurs, les gars qu'on a rejoints dans l'agroalimentaire, dans tous les autres domaines, c'est le mec, il m'a parlé de son four. Je te jure, on aurait dit qu'il était possédé. Je me suis dit, mais je veux taffer avec lui. Ah, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Des fois, je tombe sur une crypto-monnaie, le mec me parle d'un jeu vidéo, crypto et tout, ça m'intéresse pas plus que ça. Et d'un coup, le mec, il m'appelle, milieu de nuit, il fait regarde, on a fait une nouvelle texture, regarde comme l'eau, elle bouge. T'as vu comme c'est réaliste? Et là, je me dis, oh, toi, t'es dedans. Ouais, voilà, et ça m'éclate parce que j'aimerais tout voir, tout faire, tout vivre et j'ai compris que je pouvais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir eu le droit d'être dans un chemin où j'apprends très très vite. On est confronté à de vraies responsabilités, mais ça nous donne le droit de grandir. Et je me rends compte maintenant, quand on a un petit problème de la vie, avec tout ce qu'on a créé, toutes les entreprises, toute la responsabilité, je me dis, mais c'est pas un problème. En 2 minutes, tac, on a des solutions, on a des outils. A, B, C, D, la stratégie, c'est ça, on applique. Quel que soit le problème que tu as, tu peux, d'un point de vue d'entrepreneur, te dire, OK, la résolution, c'est comme ça qu'on y va. Et c'est ça qui me passionne le plus. Maintenant, j'essaye d'avoir des petits à côté. J'essaye de prendre du temps pour moi. Et c'est même pas une passion, c'est juste souffler. J'aime bien un peu le gaming, les jeux vidéo. J'aime bien les voitures, mais je découvre. C'est-à-dire que je commence à découvrir cet univers-là. Petit à petit, je mets les mains sur des volants qui sont intéressants. Et j'ai un ami qui, lui, aime vraiment le sport, la conduite, l'automobile. Moi, j'aime le confort, j'aime les jolies choses. Et je découvre un petit peu les montres, je découvre un petit peu le vin et je commence à goûter. Et au lieu de dire « Ah, pourquoi tout le monde dit que c'est beau ?» Non, expliquez-moi. C'est quoi l'histoire? Ouais. Ça vient d'où? Et tomber sur un fou qui va t'expliquer c'est quoi un mouvement dans une montre, tomber sur un fou qui va te parler du moteur toute la journée et du bruit. Et je commence à me nourrir de ça et je commence à aimer certaines choses, mais j'aime un peu beaucoup de choses. Et la seule vraie passion profonde que j'ai, c'est une exploitation, un business model et comment est-ce que tu arrives à servir un client, en vivre et que ce client te dise « je suis bien content d'être tombé sur votre service ». Et si tu arrives à serrer la main et tous les deux repartent avec une valeur et que tu as réussi à contenter les deux et qu'il n'y en a pas un qui a été forcément obligé de prendre l'ascendant sur l'autre, ben c'est que c'est durable. Et ça me plaît. Trop bien. Bah merci. Peut-être qu'une prochaine fois, on se verra sur un circuit. Peut-être qu'on fera une vidéo qu'on n'aura rien à voir avec les crypto-monnaies. Que tu m'apprennes à conduire à ce moment-là. Ce serait avec grand plaisir. Conduire, vraiment, parce qu'il y a conduire et conduire. Et moi, là, j'aimerais apprendre à conduire. Tu vois ce que je veux dire? Un point de corde, réellement. Comment ça se passe? On pourrait aller sur une piste avec une GT3 RS. On pourrait. Conduire une super caisse sur un super circuit. Ce serait avec grand plaisir de faire une vidéo ensemble, mais du coup, qui n'a rien à voir. Ce serait très, très rigolo pour peut-être une éventuelle prochaine vidéo. Écoute, tu me montres ton monde quand tu veux. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi pour le temps accordé, c'était incroyable. On remet ça très vite. On remet ça très vite. N'oubliez pas les amis, dans la description, on a mis ses réseaux si vous voulez aller voir. Et le bouton s'abonner. Et le bouton s'abonner. Le bouton s'abonner. De sa chaîne aussi. Et de la tienne. Allez, salut. Au revoir.